Le dîner de répression s'était terminé 20 minutes plus tôt. La plupart de nos invités étaient en bas au bar de l'hôtel et les demoiselles d'honneur étaient censées aider Solène à finir les sacs d'accueil. Je retournais vers la salle de bal parce qu'il manquait la dernière mise à jour du dossier du plan de table. Ce détail vous en dit probablement plus sur la femme que j'étais alors que n'importe quelle description. J'avais une organisatrice de mariage. J'avais une assistante. J'avais des personnes compétentes autour de moi. Pourtant, lorsqu'une page a manqué, j'ai quitté mon propre dîner de répression pour régler le problème moi-même. J'avais passé 12 ans à faire la même chose au sein de l'association Port-Serein. Je trouvais l'erreur, je comblais le vide et je protégeais tous les autres des conséquences. J'appelais cela de la responsabilité. Les autres avaient appris à appeler cela « Claire s'en chargera ». Étienne m'avait envoyé un SMS 10 minutes plus tôt, « Je suis épuisé, alors je monte à la suite. On se voit demain matin ». Solène m'avait embrassé la joue près des portes de la salle de bal et avait annoncé qu'elle emmenait les demoiselles d'honneur prendre un verre en bas. Son parfum était resté sur ma peau après son départ. Aucun d'eux n'était là où il prétendait être. La suite de rangement familial se trouvait tout au bout du 7e étage. Nous avions rempli son salon de housses à vêtements, de cartons de fleurs, de cadeaux supplémentaires et des fournitures d'urgence que ma mère insistait pour que chaque mariage possède. La porte principale n'était pas complètement fermée. Une bande de lumière chaude traversait la moquette du couloir. J'ai tendu la main vers la poignée, avec l'intention de la fermer, lorsque j'ai entendu Solène rire. Ce n'était pas le rire poli qu'elle utilisait lors des entretiens ou des dîners de donateurs. C'était un rire plus bas et haletant, le rire qu'elle poussait adolescente chaque fois qu'elle pensait m'avoir pris quelque chose sans se faire prendre. Je me suis arrêté, les doigts à quelques centimètres de la porte. « Tu aurais dû l'avoir vérifié les centres de table », a dit Solène. Elle croit encore que demain, il s'agit de t'épouser. Étienne a répondu, mais sa voix était étouffée. Je me suis approché sans toucher la porte. À travers l'étroite ouverture, je pouvais voir une partie du salon. La chemise blanche d'Étienne pendait sur le dossier d'une chaise. Les talons argentés de Solène reposaient à côté de la porte de la chambre. L'une de ses boucles d'oreilles gisait sur la moquette près de ses boutons de manchette. Je n'avais besoin de rien voir d'autre. Pendant 3 ans, Étienne avait dormi à mes côtés, avait planifié un avenir avec moi et m'avait dit que ma méfiance envers le charme facile était le résultat d'un travail trop long au contact de systèmes défaillants. Ma sœur s'était tenue à mes côtés lors des essayages de robes, avait ajusté mon voile et avait promis qu'elle ne m'avait jamais vue aussi heureuse. La liaison était brutale, mais elle était aussi simple. Les gens vous trahissent parce qu'ils veulent quelque chose de plus que la valeur qu'ils vous accordent. Ce que j'ai entendu ensuite n'était pas simple. Est-ce que le conseil d'administration va vraiment y croire, a demandé Solène. Ils n'auront pas le temps de se poser la question, a dit Étienne. La vidéo sera diffusée pendant l'hommage. Nous montrons le compte des opérations spéciales, les transferts et ces extraits de Claire en train de donner des ordres à tout le monde. Ce compte a été approuvé. Les invités ne le sauront pas. Un cadre de lit a bougé contre le mur. J'ai pressé ma paume contre le papier peint froid pour me stabiliser. Solène a baissé la voix, et si elle montre les factures à Nathalie? Après-demain, cela ressemblera à une vengeance, a dit Étienne. Elle sera la mariée abandonnée qui accuse son fiancé et sa sœur parce qu'elle a perdu le contrôle devant 200 personnes. Solène a ri à nouveau, tu penses vraiment qu'elle va perdre le contrôle? Je compte dessus. Mes doigts se sont engourdis en premier. Puis un bourdonnement strident a rempli mes oreilles, couvrant le bruit de la machine à glaçons. Chaque muscle de mon corps me poussait vers cette porte. Je me suis imaginé l'ouvrir à la volée. J'ai imaginé Solène attraper un drap et Étienne chercher l'expression calme qu'il utilisait chaque fois qu'il voulait que je doute de moi-même. J'ai imaginé briser un verre contre le mur, crier assez fort pour faire accourir tout l'étage. Pendant une seconde, j'ai voulu leur donner exactement cette scène. Puis j'ai aperçu mon reflet dans le verre sombre d'un tableau d'hôtel encadré de l'autre côté du couloir. Mon visage était pâle, mais mes épaules étaient droites. Derrière mon reflet, la porte ouverte me guettait comme un piège. Étienne venait de dire à Solène ce dont il avait besoin de ma part. Il avait besoin de colère sans contexte. Il avait besoin de témoins qui se souviendraient de ma réaction plus clairement que de son accusation. Il avait besoin que je devienne la femme instable de l'histoire qu'il avait déjà écrite. Je me suis éloigné de la porte. À l'intérieur de la pièce,
Solène a dit, demain à la même heure, elle n'aura plus de fiancé, plus de conseil d'administration et plus aucun moyen de revenir à Port-Serein. Étienne a répondu, alors l'examen financier deviendra sa tentative ratée de nous punir. Ces mots ont tout changé. 6 semaines plus tôt, le comité d'audit de Port-Serein avait approuvé un examen financier indépendant de plusieurs factures de conseil et de médias. Je l'avais demandé après avoir trouvé des paiements qui ne correspondaient pas au travail fourni. Étienne m'avait traité de prudente. Solène m'avait accusé d'essayer de faire passer ses campagnes pour frivoles. Maintenant, il prévoyait de me faire accuser d'avoir déplacé de l'argent de dons avant que cet examen ne commence. Je suis allé dans l'alcôve de service à côté des ascenseurs et j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone. J'ai écrit l'heure, le numéro de la chambre et chaque phrase dont je pouvais me souvenir. Je n'ai pas démarré d'enregistrement audio. Je ne savais pas si enregistrer une conversation privée depuis le couloir était légal, et je ne voulais pas donner à Étienne l'occasion de transformer mes preuves en une autre accusation. Mes mains tremblaient au point que j'ai mal tapé son nom 2 fois. Je l'ai corrigé, j'ai relu la note et je m'en suis envoyé une copie par email. Puis, je suis retourné dans ma chambre seul. J'ai verrouillé la porte, posé mon téléphone sur le bureau et je me suis tenu devant le miroir. Ma robe de mariée pendait derrière moi dans sa housse. Le voile sur lequel ma mère avait pleuré était plié sur la chaise. Je me suis accordé exactement 1 minute pour comprendre ce que j'avais perdu. Lorsque cette minute a pris fin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Une notification de mail est apparue avant que j'atteigne le portail de l'événement « Hommage de mariage final » téléchargé par Solène Reed. Je possédais le compte du portail parce que j'avais signé le contrat avec le prestataire audiovisuel de l'hôtel. Étienne s'était moqué de moi parce qu'il insistait pour que chaque fichier de mariage passe par un seul endroit. Solène s'était plainte que le processus de téléchargement était trop formel. Aucun d'eux ne s'était rappelé que le système me notifiait chaque fois qu'un nouveau dossier arrivait. J'ai cliqué sur le lien. L'historique des téléchargements montrait le compte de Solène, l'heure exacte et un dossier beaucoup plus volumineux que ne le devrait un hommage vidéo terminé. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de rushs bruts, des projets de montage, des tableurs, des enregistrements de répression et un fichier intitulé à diffuser pendant la cérémonie. J'ai ouvert celui-là en premier. Mon propre visage a rempli l'écran sous un titre noir, où sont passés les dons manquants. La vidéo s'ouvrait sur un gros plan de moi, assise au bout de la table de conférence de Port-Serein. Quelqu'un avait supprimé les voix autour de moi, ne laissant que mon expression alors que j'examinais un rapport. Sans contexte, j'avais l'air froide et impatiente. L'extrait suivant me montrait en train de dire à un directeur de programme, « Non, déplacez-le immédiatement ». La conversation originale portait sur de l'argent de donateurs placé sur le mauvais compte. Dans le montage de Solène, on aurait dit que j'ordonnais à quelqu'un de cacher un transfert. Une musique de piano douce jouait sous sa narration enregistrée, ma sœur a toujours dit qu'elle protégeait Port-Serein, mais au fil du temps, la protection est devenue du contrôle. Un tableur est apparu à l'écran. Plusieurs lignes étaient agrandies et surlignées sous les mots compte des opérations spéciales. Le montage suggérait que j'avais déplacé de l'argent de dons vers un fonds privé auquel je étais la seule à pouvoir accéder. Le compte était réel, mais l'accusation ne l'était pas. Notre comité d'audit l'avait approuvé pour séparer les fonds de logement restreints des dépenses de fonctionnement général. 3 personnes pouvaient autoriser les paiements. Chaque transaction nécessitait des justificatifs. La vidéo supprimait ces détails. Elle se terminait avec Solène face caméra, les yeux humides et la voix tremblante d'une déception répétée, nous ne voulions pas croire que quelqu'un de notre propre famille puisse trahir les gens qui nous faisaient confiance. J'ai fermé la vidéo avant que le titre final n'apparaisse. Pendant plusieurs secondes, je suis resté assise sans toucher le clavier. Étienne et Solène n'avaient pas préparé une accusation émotionnelle. Ils avaient construit une fausse explication autour de vrais documents. Sachant que la vérité mélangée à la tromperie était plus difficile à contester qu'un mensonge complet, j'ai rouvert le portail de l'événement et examiné le dossier du projet. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai pas renommé de fichier ni ouvert le logiciel de montage connecté au projet. J'ai téléchargé des copies sur mon ordinateur portable, conservé les noms de dossiers d'origine et photographié l'historique des téléchargements avec mon téléphone. Le système montrait le compte de Solène, l'heure du téléchargement et chaque élément inclus dans le transfert. Elle avait l'intention de télécharger une vidéo terminée. Au lieu de cela, elle avait téléchargé tout le dossier de travail. Enfoui sous les projets se trouvait un répertoire intitulé Campagne communautaire.
J'ai ouvert la séquence la plus récente. Solène se tenait à côté d'une femme tenant un carton de nourriture devant un immeuble d'habitation. Un jeune garçon se pressait contre le manteau de la femme pendant que le caméraman ajustait le cadre. Solène lui a tendu le carton et a attendu. La femme l'a remercié doucement. Solène a baissé son sourire, on peut refaire ça? Cette fois, laisse-toi aller à ce que tu ressens. La femme avait l'air confuse, je suis reconnaissante. Je sais, a répondu Solène. Nous avons juste besoin que le public le voie. Ils ont répété l'échange. À la troisième tentative, la femme a commencé à pleurer. Solène l'a entourée de ses deux bras pendant que la caméra s'approchait. Dès que le caméraman a annoncé que la scène était terminée, Solène s'est éloignée. Un assistant a pris le carton des mains de la femme et l'a rapporté vers le camion de production. Ma gorge s'est serrée. J'ai mis la vidéo en pause avant que l'enfant ne se tourne vers la caméra. Je n'avais aucune raison d'étudier son visage. Quoi qu'Étienne et Solène aient fait, je ne transformerai pas l'humiliation de cette famille en preuve pour ma propre satisfaction. Un autre extrait montrait les mêmes cartons devant un autre bâtiment. Un assistant de production les déplaçait entre les véhicules pendant que Solène changeait de manteau pour faire croire que la séquence avait été enregistrée des jours différents. J'avais passé des années à défendre ces campagnes parce qu'elles attiraient l'attention sur Port-Serein. J'avais corrigé des chiffres gonflés, supprimé des photographies prises sans autorisation appropriée et l'avait averti que les donateurs méritaient de la précision. À chaque fois, elle s'était excusée. À chaque fois, j'avais réparé le rapport et gardé l'incident à l'écart du conseil d'administration complet. J'avais cru protéger l'organisation. En réalité, j'avais appris à ma sœur que je nettoierais toujours le sol après qu'elle y aurait étalé de la boue. Je suis revenu au dossier du projet et j'ai ouvert un enregistrement intitulé Révision finale. Étienne et Solène étaient assis ensemble dans une petite salle de production. La caméra les faisait face depuis l'autre côté du bureau, apparemment oublié après une réunion à distance. Étienne a pointé du doigt un tableur sur l'écran, recadre tout ce qui est en dessous de cette ligne, lui a-t-il dit. Ils ont seulement besoin de voir le transfert. Solène s'est approchée, et si elle montre les factures au conseil d'administration? Après-demain, cela ressemblera à une vengeance, a dit Étienne. Personne ne fait confiance à la femme qui hurle après que son fiancé l'a laissée à l'hôtel. Solène a souri à l'écran, je ne veux pas qu'elle démissionne discrètement. Je veux qu'il la voie tout perdre dans la pièce qu'elle a payée. Cette phrase a enlevé la dernière excuse que j'aurais pu lui trouver. Solène n'était pas une femme seule manipulée par un homme malhonnête. Étienne lui avait donné une méthode, mais la cruauté lui appartenait. J'ai appelé Élodie Porter, l'avocate qui avait examiné mon contrat de travail et les contrats de mariage. Elle a répondu à la 4e sonnerie, Claire, tu sais quelle heure il est, m'a demandé Élodie. J'ai besoin que tu écoutes sans m'interrompre. Je lui ai dit d'où venaient les fichiers, ce que j'avais vu et ce qu'Étienne prévoyait de montrer le lendemain après-midi. La voix d'Élodie s'est faite plus ferme, n'accède à aucun de leurs appareils personnels. Ne conserve que ce qui a été téléchargé sur ton compte. Envoie-moi la confirmation du portail et le dossier d'origine. Mon appel suivant a été pour Nathalie Brox, présidente du comité d'audit de Port-Serein. Nathalie a écouté puis a demandé, as-tu ouvert des documents bancaires ce soir? Non. As-tu contacté un prestataire? Non. Garde les choses ainsi, a dit Nathalie. Tu es maintenant personnellement impliqué. Tu ne peux pas mener l'examen financier toi-même. Nous avons organisé une rencontre avant le lever du soleil dans une salle de réunion privée de l'hôtel. Avant de fermer le dossier, j'ai remarqué une dernière diapositive enfouie sous les graphiques vidéo, Claire Reed a accepté de démissionner en attendant l'examen. Je n'avais rien accepté du tout. Les informations du fichier montraient qu'il avait été créé 3 semaines plus tôt, avant que je ne demande l'examen financier formel et bien avant qu'Étienne ne puisse prétendre que la confrontation du mariage l'avait forcé à agir. Mon téléphone a sonné à nouveau. Nathalie ne m'a pas salué quand j'ai répondu, ne les confronte pas, a-t-elle dit. Et Claire, ne signe rien demain. Pas même une licence de mariage. À 5h30 le lendemain matin, Nathalie Brox, Élodie Porter et moi étions assises dans une salle de réunion d'hôtel sans fenêtre, un café intouché entre nous. Je ne leur ai montré que les extraits qui importaient. Étienne ordonnant à Solène de recadrer le tableur. Solène exigeant que je sois humilié publiquement. La diapositive affirmant que j'avais accepté de démissionner.
Nous avons sauté chaque image inutile des familles que Port-Serein servait. Nathalie a fermé l'ordinateur portable, l'examen financier se poursuit par l'intermédiaire d'un cabinet externe. Tu ne peux pas le diriger maintenant. Je comprends. Tu te récuseras également de chaque décision du conseil d'administration liée à ces accusations. Cette décision allait laisser ma carrière entre les mains d'autres personnes. Mais enquêter sur mon propre fiancé et ma propre sœur leur donnerait une autre raison de remettre en question le résultat. Mettez-le par écrit, ai-je dit. Effet immédiat. Élodie a rédigé l'avis pendant que je contactais le célébrant. Le père Pascal Mercé m'a rejoint près de l'ascenseur de service, portant toujours un jean sous sa chemise cléricale. La cérémonie peut ressembler à ce que vous voulez, lui ai-je dit, mais il n'y aura pas de mariage légal. Notre licence n'avait pas été signée. Rien n'avait été déposé auprès du comté. Je lui ai demandé de ne pas nous déclarer mariés, de ne pas bénir l'union ni de toucher au papier qu'Étienne s'attendait à signer ensuite. Le père Pascal a étudié mon visage, es-tu en sécurité? Je le serai une fois que cette journée sera terminée. Il a accepté de rester à proximité mais de ne pas intervenir à moins que je ne l'appelle. J'ai gardé la salle de bal ouverte parce que près de 200 invités avaient déjà fait le voyage pour être présents. Plus important encore, Étienne et Solène prévoyaient de m'accuser devant des donateurs, des employés et des membres du conseil d'administration. Si je disparaissais avant qu'ils ne diffusent la vidéo, ils pourraient la sortir plus tard sans ma réponse et prétendre que mon absence prouvait ma culpabilité. De retour dans ma suite, j'ai retiré l'accès d'Étienne au compte des dépenses du mariage. L'accord bancaire permettait à chaque titulaire de compte de suspendre l'accès secondaire avant le mariage. Je n'ai pas touché à son argent ni à rien de ce qui était enregistré à son nom. J'ai emballé mon passeport, mon ordinateur portable, mes médicaments, mes dossiers d'emploi et les bijoux que ma grand-mère m'avait laissés. Élodie a placé ma bague de fiançailles dans une enveloppe de preuve et l'a verrouillée dans sa mallette portable. Il n'y a pas eu de moment dramatique. Je ne l'ai pas jetée à travers la pièce ni laissée sur l'oreiller d'Étienne. La bague était correctement liée à un litige et j'en avais fini de prendre des décisions émotionnelles pour des gens qui comprenaient que je me comporte de manière irrationnelle. À cette heure, Élodie et moi avons rencontré le responsable audiovisuel, Damien Chaud, à l'intérieur de la régie. Il a conservé le téléchargement d'origine, copié les journaux du système et changé le code d'accès pour que seul son personnel puisse entrer. Nous avons préparé une courte réponse en utilisant les séquences non montées. Damien a supprimé chaque image qui montrait un enfant ou un participant identifiable au programme. L'extrait ne contenait qu'Étienne, Solène, l'écran de montage et leur propre voix. La vidéo d'hommage passe jusqu'à ce que la première accusation apparaisse, lui ai-je dit. Ensuite, arrête là. Combien de temps? Assez longtemps pour que personne ne puisse prétendre que j'ai inventé ce qu'ils avaient l'intention de montrer. J'ai écrit 3 règles sur du papier à en-tête de l'hôtel et j'ai plié la page dans ma poche, je n'accuserai personne de crime financier avant que l'examen indépendant ne parvienne à une conclusion. Je n'exposerai pas les personnes que notre organisation servait. Je ne laisserai pas Étienne ou Solène me provoquer jusqu'au contact physique. À 8h30, ma robe de mariée pendait toujours intacte près de la fenêtre. Je me suis changé pour un costume pantalon ivoire avec un chemisier en soie étroit et des talons bas. J'avais choisi cette tenue pour le brunch d'adieu, mais elle semblait plus honnête que d'entrer dans cette salle de bal habillée en mariée d'Étienne. Ma mère est entrée sans frapper. Véronique s'est arrêtée lorsqu'elle a vu la robe dans sa housse. Ses yeux se sont déplacés vers le costume, puis vers Élodie debout à côté du bureau. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé. Je m'assure que rien de légal ne se passe aujourd'hui. Son visage s'est tendu, mais elle n'a pas demandé pourquoi. Cela m'en a dit plus que la surprise ne l'aurait jamais pu. Tu ne peux pas faire une scène devant les donateurs, a-t-elle dit. Port-Serein ne survivra pas à un autre scandale public. Je n'ai pas mentionné de scandale. Claire, s'il te plaît. Quoi que tu aies vu, nous pouvons en discuter en privé après la réception. Quoi que j'ai vu. J'ai regardé la femme qui m'avait appris que les problèmes familiaux devaient être réglés derrière des portes closes, surtout lorsque c'était la mauvaise fille qui les causait. Depuis combien de temps es-tu au courant, ai-je demandé. Véronique a jeté un coup d'œil à Élodie, c'est une conversation familiale. Cela a cessé d'être privé quand quelqu'un a préparé une vidéo pour 200 personnes. Sa maîtrise d'elle-même a craqué, Solène a fait des erreurs, mais elle ne peut pas perdre l'organisation. Elle a bâti toute sa vie autour d'elle. Et pas moi. Tu as des compétences.
tu as une carrière. Tu peux survivre à sa perte. Sa voix a baissé, ta sœur ne peut pas survivre à tout perdre. Elle savait que j'étais sur le point de perdre Étienne. Elle le savait avant que je ne lui parle de la liaison. De la musique a commencé à traverser le mur alors que les portes de la salle de bal s'ouvraient en bas. Véronique a attrapé mon poignet, si tu entres là-dedans, tu vas détruire cette famille. J'ai retiré sa main et j'ai ouvert la porte, non, maman. J'y vais parce que tu l'as déjà fait. Lorsque je suis entré seul dans la salle de bal, près de 200 personnes se sont tournées vers moi. Le quatuor à cordes a hésité pendant une demi-mesure. Les invités qui s'attendaient à une mariée en robe blanche m'ont vu en costume pantalon ivoire, sans bouquet et marchant sans ma mère. Étienne se tenait sous l'arche florale dans son smoking, portant l'expression d'un homme qui venait de découvrir quelque chose de terrible. Solène s'est précipitée vers moi la première. « Claire, tu vas bien ?» a-t-elle demandé assez fort pour que les tables les plus proches l'entendent. Je suis exactement là où je dois être. Ses yeux sont passés derrière moi, cherchant Véronique. Ma mère était entrée par une autre porte et avait pris place près du devant. Elle ne voulait pas me regarder. À l'époque, Étienne a pris mon calme pour du choc. Il pensait que j'avais découvert la liaison et perdu la capacité d'agir. Il ne comprenait pas que j'avais déjà annulé la seule partie de la journée qui pouvait légalement me lier à lui. Avant que le quatuor ne puisse recommencer, Étienne a pris le micro de son support. « Il y a quelque chose que tout le monde doit voir avant que nous ne continuions », a-t-il dit. J'aurais aimé que cela reste privé, mais trop de gens ont fait confiance à Claire. Plusieurs membres du conseil d'administration ont échangé des regards. Nathalie était assise près de l'allée centrale, les mains croisées sur la table. Damien Chaud était à l'intérieur de la cabine audiovisuelle, attendant mon signal. Étienne m'a regardé directement, je t'aimais assez pour poser des questions. Ce que j'ai trouvé m'a brisé le cœur. Solène s'est déplacée à côté de l'écran, se positionnant là où le photographe pouvait capter sa réaction. Les lumières de la salle de bal se sont éteintes et mon visage est apparu au-dessus des mots, où sont passés les dons manquants. Les séquences montées me faisaient passer pour quelqu'un de secret et de contrôlant. Un tableur recadré montrait des transferts vers le compte des opérations spéciales. La narration de Solène affirmait que j'avais créé un fonds privé et bloqué quiconque me posait des questions. Une donatrice à la table d'honneur a baissé son programme. Un employé a fixé l'écran, puis moi. Étienne observait la pièce au lieu de la vidéo, mesurant si le mensonge avait commencé à fonctionner. La présentation a atteint le transfert agrandi qui omettait l'approbation du comité d'audit. J'ai levé 2 doigts et Damien a arrêté la vidéo. La salle de bal est restée sombre pendant que je marchais vers Étienne. Il tenait le micro contre sa poitrine mais l'a libéré lorsque le responsable de la sécurité s'est approché. J'ai fait face aux invités, vous avez promis un spectacle à ces invités. J'espère qu'ils l'ont apprécié. La bouche d'Étienne s'est serrée. La tristesse répétée de Solène a disparu. Je ne demanderai à personne ici d'accepter ma version des faits, ai-je continué. Vous devriez entendre les personnes qui ont fait cette vidéo l'expliquer elles-mêmes. J'ai fait un signe de tête vers la cabine. L'écran est passé à la séquence brute de la salle de montage. Étienne est apparu à côté de Solène, pointant du doigt le même tableur, recadre tout ce qui est en dessous de cette ligne, disait-il sur l'enregistrement. Ils ont seulement besoin de voir le transfert. Un murmure s'est propagé à travers les tables. L'extrait suivant montrait Solène dirigeant un tournage caritatif. La femme recevant de l'aide et son enfant était floutée, mais les instructions de Solène étaient claires. Elle exigeait des larmes répétées, une gratitude répétée et un meilleur angle de caméra. Lorsque le tournage s'est terminé, un assistant a emporté le carton de nourriture. Une donatrice de longue date a retiré son badge nominatif et l'a posé face contre la table. La dernière séquence montrait Étienne se penchant vers Solène, après-demain, tout ce que dira Claire ressemblera à une vengeance. Solène a souri à l'écran, elle va nettoyer les dégâts. Elle le fait toujours. Personne n'a applaudi lorsque la séquence s'est terminée. Le silence était plus lourd que l'outrage. Une demoiselle d'honneur s'est éloignée de Solène. Un membre du conseil d'administration a fermé son ordinateur portable et s'est levé. 2 représentants d'un sponsor d'entreprise sont partis sans parler à Véronique. Étienne a tendu la main vers le micro, c'est monté aussi, a-t-il dit. Elle avait accès au système. Le téléchargement d'origine et les journaux du système ont été conservés par l'établissement, ai-je répondu.
Un examen financier indépendant déterminera chaque fait financier. Pas moi et personne dans cette salle de bal. Je me suis tourné vers les invités, il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Aucune licence de mariage n'a été signée et aucune ne sera déposée. Étienne s'est dirigé vers la cabine audiovisuelle. La sécurité a bloqué l'allée avant qu'il n'atteigne la première table. Nathalie s'est levée de son siège, conformément à la politique de Port-Serein. Le comité d'audit a mis un gel d'urgence sur les accès au système et les paiements concernés en attendant un vote formel du conseil d'administration. Aucune conclusion n'a été tirée, mais les registres seront protégés. C'est tout ce qu'elle a dit. Il n'y a pas eu de verglas public ni d'accusation au-delà de ce que la séquence avait déjà prouvé. Alors que les invités commençaient à partir, Marc Haye, le directeur financier de Port-Serein, s'est approché avec une impression pliée. Son visage avait l'air gris. J'ai apporté ceci parce que 3 approbations portant mon nom ne sont jamais apparues sur mon compte, a-t-il chuchoté. Ces prestataires ne sont pas le seul problème. Il a ouvert la page entre nous. Près du bas se trouvait un paiement à la société de conseil d'Étienne. À côté d'un autre transfert, quelqu'un avait tapé 2 initiales. Les initiales étaient SS. La réunion d'urgence du conseil d'administration a commencé lundi matin sans fleurs, sans caméra et sans que personne ne fasse semblant que nous étions encore une famille. Étienne, Solène et Véronique se sont joints par l'intermédiaire d'avocats séparés. Leur accès au système financier de Port-Serein, au registre des donateurs et au compte public avait été suspendu conformément aux politiques existantes de l'organisation. Nathalie a rappelé à tout le monde que la suspension protégeait les registres et ne me faisait pas preuve de culpabilité. Lorsque le conseil d'administration a atteint ma position, je me suis levé, j'ai demandé l'examen d'origine, mais je suis maintenant personnellement impliqué, ai-je dit. Je vais sortir pendant que vous décidez si je dois conserver une quelconque autorité pendant l'enquête. L'avocat de Véronique avait l'air surpris. Il s'attendait à ce que je me batte pour le contrôle. Solène avait déjà publié que j'utilisais des fiançailles brisées pour m'emparer de l'organisation que notre mère avait bâtie. Je suis sorti dans le couloir et j'ai attendu à côté d'une rangée de photographies encadrées des 10 premières années de Port-Serein. Sur la plupart d'entre elles, Solène se tenait à côté de Véronique pendant que j'apparaissais quelque part près du bord en tenant un dossier ou en parlant à un employé. 20 minutes plus tard, Nathalie m'a rappelé. Le conseil d'administration m'avait mis en congé administratif payé pour les décisions liées à l'audit. Je pouvais répondre aux questions et fournir des registres, mais je ne pouvais pas diriger l'examen, contacter les prestataires suspectés ni recommander de mesures disciplinaires. J'ai accepté les restrictions sans contester. Nathalie a présenté Denis Ross, l'expert comptable nommé par le comité d'audit. C'était un homme calme dans la fin de la quarantaine qui portait un ordinateur portable et aucun intérêt visible pour notre histoire familiale. Il a commencé par le compte qu'Étienne avait utilisé dans la vidéo de mariage. Qui a créé le compte des opérations spéciales, a-t-il demandé. Je l'ai proposé. Le conseil d'administration l'a approuvé 8 mois plus tard. Qui pouvait autoriser les paiements? Nathalie, le directeur financier et moi. 2 approbations étaient requises. Je lui ai donné la résolution, les relevés mensuels et la politique interne régissant les fonds restreints. Le compte contenait des dons destinés au logement d'urgence. Nous avions séparé cet argent pour qu'il ne puisse pas être utilisé pour la paie, le marketing ou les dépenses générales. Denis a examiné les signatures avant de lever les yeux, la vidéo du mariage laissait croire que cela était contrôlé de manière privée. C'était l'intention. Ce n'était pas contrôlé de manière privée, a-t-il dit. Mais votre nom apparaît sur presque chaque correction liée au service de Solène. C'était plus difficile à répondre. J'ai parlé au conseil d'administration des rapports de présence que j'avais corrigés sans documenter de violation formelle. J'ai admis que j'avais ordonné le retrait de photographies de campagne lorsque les formulaires de consentement manquaient, puis que j'avais laissé l'affaire s'arrêter là. J'ai décrit une facture de production gonflée que j'avais négociée à la baisse plutôt que de l'envoyer au comité d'audit. Aucune de ces actions n'avait mis d'argent dans ma poche. Elles importaient quand même. Je pensais que signaler chaque incident nuirait à la confiance des donateurs, ai-je dit. Je pensais que régler le problème protégeait les programmes. Nathalie a croisé les mains, cela a également protégé Solène des conséquences. Elle avait raison. Je n'avais pas volé Port-Serein, mais j'avais aidé à créer les conditions qui avaient permis à quelqu'un d'autre de croire que les règles étaient des obstacles temporaires que je retirais silencieusement. Denis a passé les 3 jours suivants à comparer des contrats, des factures,
des registres d'incorporation et des approbations de paiement déjà détenus par Port Serein. Il n'avait pas de dossier bancaire privé ni d'accès gouvernemental secret. Il a travaillé à partir de documents que l'organisation possédait légalement et de dépôts d'entreprises publiques que n'importe qui pouvait acheter. Jeudi, il avait identifié 3 prestataires avec des noms différents mais des papiers presque identiques. Leurs factures utilisaient le même espacement inhabituel. 2 indiquaient la même adresse postale. Tous les 3 utilisaient un seul numéro de contact. La société la plus récente avait été formée 17 jours avant de recevoir son premier contrat de Port Serein. Les paiements avaient commencé petitement, puis avaient augmenté après que la société de conseil d'Étienne avait perdu un grand client. Une facture facturait à Port Serein un placement média stratégique. Denis n'a pas pu trouver de publicité achetée, de calendrier média ou de rapport de performance. L'enregistrement public nommait un ancien employé d'Étienne comme représentant du prestataire. Le lien n'était pas encore une preuve que l'argent était revenu à Étienne. C'était suffisant pour exiger un examen plus approfondi. Puis Denis a ouvert le dossier de dépenses marqué SS. Il décrivait une retraite d'ambassadeur communautaire conçue pour améliorer l'engagement des donateurs. Les reçus joints montraient un complexe de luxe, des services de spa privés, des repas coûteux et une suite pour 2 personnes. Les dates correspondaient à un week-end où Solène nous avait dit qu'elle rendait visite à des sponsors potentiels. Une confirmation d'hôtel indiquait Étienne comme 2e client. Solène avait approuvé la facture elle-même. Elle avait également soumis une demande de remboursement pour des vêtements, du transport et des services personnels sous le même code de campagne. J'avais passé 2 jours à me demander si Étienne avait utilisé la fin de reconnaissance de ma sœur pour la tirer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Les journaux d'approbation ont mis fin à cette possibilité. Solène n'avait pas seulement bénéficié du plan d'Étienne. Elle avait signé son nom en dessous et avait appelé cela du travail caritatif. Denis a fermé le dossier, ce n'est plus une affaire d'emploi interne, a-t-il dit. Le conseil d'administration doit faire un signalement. Solène a lancé un direct avant que le conseil d'administration n'ait fini de préparer son signalement. Elle s'est assise devant un mur couleur crème sans maquillage, sauf assez pour que ses yeux aient l'air gonflés. La séquence du mariage l'avait montrée en train de planifier mon humiliation, mais elle parlait comme si elle avait été une autre victime. J'ai fait de terribles choix parce que j'ai fait confiance au mauvais homme, a-t-elle dit à ses abonnés. Étienne m'a convaincu que Claire volait l'organisation. Ma sœur savait que j'étais vulnérable, et au lieu de m'aider, elle a utilisé mon discours de mariage et mes conversations privées pour me détruire devant tout le monde. C'était mon mariage, mais Solène avait déjà réécrit ce détail. Elle m'a décrite comme froide, contrôlante et obsédée par la direction de chaque partie de Port Serein. Ces accusations ont fonctionné parce qu'elles contenaient des parcelles de vérité. Je contrôlais trop de choses. J'apportais souvent des décisions sans expliquer comment j'y étais parvenu. J'avais passé des années à corriger les gens au lieu de leur faire confiance pour se corriger eux-mêmes. Rien de tout cela ne rendait ces factures honnêtes. Élodie m'a appelé avant que le direct ne se termine, ne réponds pas en ligne, a-t-elle dit. Tout ce que tu publies peut faire partie du litige. Alors, elle a le droit de mentir pendant que je reste silencieuse. Elle a le droit de faire des déclarations qui pourront plus tard être comparées à des registres. Laisse-la faire. Ce conseil n'a pas rendu le silence plus facile. Le soir venu, des inconnus m'appelaient me faisaient jalouse, instable et cruelle. Plusieurs extraits ont complètement supprimé Étienne et ont fait passer l'histoire pour une rivalité entre 2 sœurs. Mes proches ont rejoint la pression le lendemain matin. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis 8 mois m'a appelé pour me rappeler que Véronique avait consacré sa vie à la charité. Un cousin a dit, tu devrais régler ça en privé avant que la santé de ta mère ne souffre. Personne ne s'est demandé si je dormais ou si l'homme que j'avais prévu d'épouser avait utilisé mon mariage pour me piéger. Véronique a envoyé un message, les donateurs partent à cause de ce que tu as fait. Ta sœur ne peut pas s'offrir son avocat. Pense à la famille avant que d'autres dégâts ne soient faits. J'ai vérifié les informations avec Nathalie plutôt que d'accepter la version de ma mère. 3 donateurs avaient temporairement suspendu de nouveaux engagements. 2 avaient demandé des copies des conclusions de l'audit une fois terminées. Un partenaire d'entreprise avait proposé de financer directement les services d'urgence pendant l'examen. Port Serein était sous pression, mais elle ne s'effondrait pas parce que j'avais exposé la vidéo. J'ai répondu à Véronique en une phrase, je ne paierai les frais de justice de personne. Pendant des années, lui refuser cela m'aurait fait me sentir égoïste. Cette fois,
c'était comme rendre une responsabilité à son propriétaire. La réunion du personnel plus tard cette semaine-là a été pire que les attaques en ligne parce que les gens dans cette pièce m'avaient fait confiance. Nathalie a dirigé la réunion pendant que je étais assise au bout de la table en tant que témoin, pas en tant que dirigeante. Les employés ont posé des questions sur le financement des programmes, la sécurité de l'emploi et si les informations des donateurs avaient été compromises. Puis une coordinatrice de communication nommée Marion m'a regardé directement. « Vous saviez que Solène avait utilisé des photographies sans formulaire de consentement complet l'année dernière ?» a-t-elle dit. « Pourquoi lui avez-vous seulement fait supprimer les publications ?» La pièce s'est tue. J'aurais pu expliquer que les familles étaient protégées une fois les images supprimées. J'aurais pu dire que nous étions à quelques semaines d'une campagne majeure et que nous craignions de perdre des fonds. Les deux déclarations étaient vraies et aucune ne répondait à sa question, parce que je croyais que me faisait éviter un scandale public protéger l'organisation. J'ai dit, j'ai corrigé le problème immédiat et j'ai choisi de ne pas documenter formellement la violation. C'était la mauvaise décision. Marion ne s'est pas adoucie, vous avez protégé Solène. Oui. Admettre cela ne me rendait pas responsable de sa fraude, mais cela rendait mon propre échec impossible à cacher derrière la compétence. 2 jours plus tard, le conseil externe de Port-Serein a reçu un appel de Léa Ortiz, une coordinatrice de production indépendante qui avait travaillé sur plusieurs campagnes de Solène. Léa ne m'a pas contacté. Elle a envoyé ses informations par l'intermédiaire de l'avocat parce qu'elle voulait un processus documenté. Ces journaux de production montraient des prises répétées de familles recevant les mêmes cartons. Les registres d'équipement ont confirmé que des fournitures identiques avaient été déplacées entre les lieux. Une entrée notait que Solène avait ordonné à l'équipe de supprimer des séquences après qu'un participant avait demandé si la nourriture lui appartenait réellement. Les journaux ne prouvaient pas où était allé l'argent des dons. Ils prouvaient que la tromperie dans les vidéos avait été délibérée et répétée. Je me suis rappelé avoir examiné ces campagnes et m'être dit que me faisait avait l'air trop parfaite. J'avais écarté l'inconfort parce que Solène gérait les médias et que je gérais les opérations. Les limites départementales étaient devenues une autre excuse pour ne pas poser de questions difficiles. La preuve la plus douloureuse est arrivée de nos propres archives email. 6 mois avant le mariage, un membre du conseil d'administration avait averti Véronique de l'augmentation des coûts de production et de la documentation manquante. Véronique avait répondu que l'affaire ne devait pas encore être portée devant le conseil d'administration complet. « Claire va corriger cela », écrivait-elle. Il n'y a aucune raison d'abîmer la réputation de Solène pour de la paperasse. Un deuxième email avait été envoyé 3 jours avant le mariage, nous devons protéger Solène d'un scandale auquel elle ne survivra pas. Claire a l'expérience et la force de se relever. Ma mère avait transformé chaque qualité qu'elle louait en moi en une permission de me sacrifier. Nathalie a ensuite émis un avis de conservation à toutes les personnes impliquées. L'instruction était simple, ne pas supprimer, modifier ou détruire de documents, de messages ou de fichiers liés à l'examen. Le lendemain matin, le système a enregistré une suppression importante sur le compte de Véronique. Quelqu'un avait supprimé d'anciens emails et modifié le compte rendu d'une réunion de comité. La sauvegarde automatique a conservé les originaux, de sorte que rien n'a été vraiment perdu. La tentative elle-même est restée visible. L'assistante de longue date de Véronique, Clarisse, a appelé l'avocat du conseil d'administration avant midi. Elle a dit que Véronique lui avait demandé de nettoyer d'anciens projets et de remplacer une version du compte rendu de réunion par une autre. J'étais dans le bureau de Nathalie lorsque l'avocat a fini de parler avec Clarisse. Il a retiré ses lunettes et les a posées sur la table. « Claire, a-t-il dit, votre mère vient peut-être de passer du statut de témoin à celui d'inculpé. 3 mois se sont écoulés avant que les registres financiers ne commencent à répondre aux questions que la séquence du mariage n'avait pas pu résoudre. Port-Serein a continué sous la direction d'une directrice exécutive par intérim nommée par le conseil d'administration. Mon nom est resté sur l'annuaire du personnel, mais mon autorité est restée limitée pendant que l'enquête progressait. Le bureau de Solène a été vidé et sa plaque signalétique en or a disparu du couloir. J'ai gardé ma bague de fiançailles scellée dans l'enveloppe de preuve d'Élodie parce qu'aucune de nous ne voulait qu'Étienne prétende que je l'avais endommagée ou vendue. Pendant ces mois, j'ai suivi une thérapie, j'ai rencontré des donateurs inquiets et j'ai regardé plusieurs employés partir plutôt que d'attendre que l'organisation retrouve son équilibre. Chaque départ me rappelait que me faisaient exposer les méfaits n'effaçaient pas les dégâts causés avant que la vérité ne fasse surface. Les enquêteurs m'ont interrogé 2 fois. La première session s'est concentrée sur la chronologie depuis ma découverte des factures suspectes jusqu'à la nuit précédant le mariage.
J'ai fourni des emails, des résolutions du conseil d'administration, des entrées d'agenda et la notification d'origine du portail montrant le téléchargement de Solène. La deuxième session a été plus difficile parce qu'elle s'est concentrée sur mes propres décisions. Une enquêresse nommée Roxane qui m'a placé plusieurs rapports de campagne corrigés entre nous. Vous avez modifié ces chiffres après que le service de Solène les a soumis, a-t-elle dit. Oui, mais vous n'avez pas déposé de rapport d'incident formel. Non. Pourquoi? Je croyais que corriger les chiffres rapidement protégerait la confiance des donateurs. Roxane ne m'a pas accusé de participer à la fraude. Elle ne m'a pas non plus permis de me cacher derrière de bonnes intentions. Nous ne vous demandons pas d'apparaître sans défaut, a-t-elle dit. Nous devons comprendre comment des informations inexactes sont restées à l'intérieur de l'organisation sans atteindre le conseil d'administration. Je lui ai dit la vérité. Je m'étais habitué à régler les erreurs de Solène en privé parce que me faisait une confrontation publique devenait toujours une crise familiale. Véronique disait que Solène était débordée. Solène m'accusait de lui en vouloir pour sa visibilité. Je corrigeais le rapport et je retournais travailler parce que cela semblait plus facile que de mener la même bataille à nouveau. Mes choix n'avaient pas créé les sociétés d'Étienne ni approuvé les dépenses personnelles de Solène. Ils avaient rendu Port Serein plus facile à exploiter. Les relevés bancaires sont arrivés plus tard par le biais de la procédure judiciaire. Je n'ai pas vu les documents privés dès qu'ils ont été collectés. Denis Ross a expliqué les conclusions après que les informations pertinentes sont devenues accessibles aux avocats de Port Serein et après que j'ai été autorisé à examiner les parties liées à mon travail. Le chemin était simple une fois les comptes placés côte à côte. Port Serein a payé 3 prestataires pour la stratégie média, la sensibilisation des donateurs et la production de campagne. Ces prestataires ont transféré de l'argent vers la société de conseil d'Étienne. Sa société a ensuite payé des loyers de bureaux en retard, des dettes d'entreprise, des factures juridiques et des cartes de crédit personnel. D'autres paiements ont couvert le séjour de Solène dans un complexe hôtelier, un styliste, des transports de luxe et des vêtements qu'elle avait décrits comme des dépenses de campagne. Étienne avait appelé les transferts des honoraires de conseil. Les factures décrivaient un travail que personne ne pouvait prouver avoir été réalisé. Le document le plus solide provenait des propres fichiers de sa société. Denis a ouvert un tableur et a tourné l'ordinateur portable vers moi. 4 colonnes apparaissaient à travers l'écran, coût réel, montant de la facture, part de S, remboursement de la société. Les lettres à côté du nom de Solène apparaissaient encore et encore. Sur une campagne, les dépenses de production réelles représentaient moins de la moitié du montant facturé à Port Serein. La société d'Étienne recevait la différence, puis transférait la part de Solène par le biais d'un paiement de services personnels. Il avait enregistré le plan comme s'il suivait des commissions d'affaires ordinaires. Pourrait-il prétendre qu'il s'agissait d'une erreur comptable, ai-je demandé. Pas lorsque la même structure apparaît sur plusieurs contrats, a dit Denis. Et pas avec ces messages. Les SMS de Solène ont enlevé toute prétention selon laquelle elle aurait été une participante passive. Elle s'est plainte que la première part proposée par Étienne était trop petite parce que son visage attirait les dons. Elle lui a dit d'augmenter la facture de production plutôt que de réduire son paiement. Dans un autre message, elle écrivait que Port Serein n'aurait jamais reçu l'argent sans son public, donc que prendre un pourcentage n'était pas volé. Étienne a averti que j'avais commencé à poser des questions. Solène a répondu, garde Claire occupée avec le mariage. Une fois qu'elle sera mariée avec toi, elle protégera la famille avant de se protéger elle-même. J'ai lu la phrase 2 fois. Solène n'était pas tombée dans le plan d'Étienne après avoir commencé une liaison. Elle avait utilisé mes fiançailles comme faisant partie de leur calendrier. Pendant que j'examinais les menus, les listes d'invités et les contrats d'hôtel, elle aidait à approuver des accords conçus pour vider l'organisation. Elle comprenait une chose sur moi avec précision. Avant ce week-end, j'avais protégé la famille même lorsque cela m'obligeait à ignorer mon propre jugement. Elle a échoué parce qu'elle croyait que je continuerais après avoir appris tout le coup. Les enquêteurs ont également récupéré le projet d'annonce affirmant que j'avais accepté de démissionner en attendant l'examen. Sa date de création était de 3 semaines avant le mariage. Étienne avait écrit la première version. Solène avait suggéré d'ajouter un langage sur mon instabilité émotionnelle. Les commentaires de Véronique étaient plus polis. Elle a remplacé retirer Claire des opérations par protéger la confiance des donateurs pendant une transition familiale difficile. Elle a changé inconduite financière par inquiétude sans réponse concernant les contrôles internes.
Ma mère avait aidé à transformer leur attaque dans le langage d'une direction responsable. Élodie m'a appelé un après-midi et m'a demandé de venir à son bureau. Une inculpation fédérale liée à l'enquête sur Port-Serein avait été révélée et faisait désormais partie du domaine public. Je m'étais assise en face d'elle pendant qu'elle posait le document sur le bureau. Étienne Lannes apparaissait en premier. Solène Reed apparaissait en dessous de lui. Les charges décrivaient le plan de transfert présumé, de fausses factures et l'utilisation de transactions électroniques pour dissimuler l'argent. Le troisième nom était séparé dès lors par plusieurs lignes, mais cette distance ne changeait rien. Véronique Reed était inscrite comme troisième accusée. Ma mère n'avait pas reçu l'argent volé. Elle avait prétendument modifié des registres et ordonné à une employée de détruire des emails après l'avis de conservation. J'avais cru autrefois que la pire trahison s'était produite dans cette suite d'hôtels. L'inculpation m'a montré la vérité. Étienne et Solène avaient prévu de détruire mon avenir, mais ma mère avait choisi de les aider à effacer les preuves ensuite. 5 mois après le mariage, Étienne, Solène et Véronique ont comparu devant le tribunal fédéral pour leur lecture d'accusation. Ils sont arrivés par des entrées séparées avec des avocats séparés. Personne n'a été traîné sur les marches du palais de justice les menottes au poignet. Ils ont plaidé non coupables, ont rendu leur passeport et ont accepté les conditions de libération pendant que l'affaire progressait. À l'extérieur, les reporters répétaient la phrase dynastie caritative jusqu'à ce qu'elle ressemble au nom de quelque chose qui n'avait jamais existé. L'avocat d'Étienne a parlé en premier. Il a dit qu'Étienne avait été un consultant externe qui s'était fié aux informations fournies par la direction de Port-Serein. Selon sa version, Solène contrôlait les campagnes, approuvait les prestataires et dirigeait la façon dont l'argent devait être dépensé. Il a décrit Étienne comme un homme d'affaires qui avait fait confiance aux mauvais clients. L'argument aurait pu fonctionner si Étienne n'avait pas tenu des registres aussi précis. Son tableur montrait les coûts réels, les factures gonflées, la part de Solène et les paiements vers sa société en faillite. Les relevés bancaires ont tracé l'argent depuis Port-Serein à travers les prestataires et jusqu'à lui. Ces messages le montraient en train d'avertir Solène chaque fois que je posais des questions. Il avait conçu le système, l'avait surveillé et l'avait étendu. S'appeler consultant ne changeait rien à cela. 2 semaines plus tard, Élodie a reçu une lettre de l'avocat de Solène. Solène écrivait qu'Étienne avait reconnu son insécurité et l'avait utilisée contre elle. Elle a dit qu'elle n'avait jamais compris la structure comptable et croyait que les paiements supplémentaires étaient une compensation légitime pour les dons que ses campagnes attiraient. Elle m'a demandé de fournir une déclaration confirmant qu'elle avait toujours eu du mal avec les documents financiers. La lettre comprenait 4 pages sur notre enfance. Elle se souvenait d'avoir emprunté mes vêtements, de m'avoir suivi à l'école et d'avoir attendu que je l'aide avec ses devoirs. Elle me décrivait comme la sœur qui l'avait toujours protégée. Elle n'a jamais mentionné la femme qui avait été forcée de pleurer pour la caméra. Elle n'a jamais mentionné les cartons de nourriture repris après le tournage. Elle n'a jamais mentionné s'être tenue à côté d'Étienne pendant qu'il préparait une vidéo conçue pour me faire passer pour une voleuse. Élodie a placé les messages de Solène à côté de la lettre. Dans un échange, Solène a rejeté le paiement proposé par Étienne parce qu'il n'était pas suffisant. Mon visage a apporté cet argent, avait-elle écrit. Augmente la facture de production. Je ne prends pas moins de 20%. J'ai donné ma réponse à Élodie, je ne fournirai aucune déclaration qui contredise les preuves. Solène m'a traité de cruel en ligne le soir même. Véronique a attendu plus longtemps. Elle a appelé depuis le bureau de son avocat et a demandé si je voulais bien lui parler en tant que fille plutôt qu'en tant que témoin. Élodie est restée à mes côtés pendant que j'acceptais. Ma mère semblait plus petite que dans mes souvenirs, je n'ai pas pris d'argent, a-t-elle dit. J'essayais de protéger Port-Serein. Tu as essayé de supprimer des registres après avoir reçu l'ordre de les conserver. Je supprimais des projets qui pouvaient être mal interprétés. Tu as dit à Clarisse de remplacer le compte rendu de la réunion. Le silence a rempli la ligne avant que Véronique ne change de direction, Solène était terrifiée. Tu as toujours été plus forte qu'elle. La phrase ne faisait plus mal de la même manière parce que j'avais enfin compris ce qu'elle signifiait au sein de notre famille. La force ne m'avait jamais valu de protection. Elle avait fait de moi la personne la plus sûre à sacrifier. Tu continues de dire que j'étais assez forte pour survivre, lui ai-je dit. C'est ainsi que tu as justifié le fait de me choisir à chaque fois que quelqu'un devait absorber les dégâts. Je suis toujours ta mère. Et je suis toujours la fille que tu as aidé à piéger. Véronique m'a demandé d'écrire qu'elle avait agi par peur pour l'organisation.
Elle ne m'a pas demandé de mentir directement. Elle voulait que j'adoucisse la vérité jusqu'à ce que la responsabilité disparaisse dans de bonnes intentions. Je ne demanderai pas au tribunal de te punir aussi sévèrement qu'Étienne, ai-je dit. Mais je ne te protégerai pas de ce que tu as choisi de faire. Le système de sauvegarde a réglé le dernier litige concernant son rôle. Il a conservé les emails que Véronique avait ordonné de supprimer et les 2 versions du compte rendu de comité. Le témoignage de Clarisse correspondait aux horodatage. Le compte rendu d'origine enregistrait des inquiétudes concernant les paiements des prestataires. Le remplacement a supprimé la société d'Étienne et a transformé un avertissement concernant la documentation manquante en une discussion générale sur les coûts de campagne. Véronique ne pouvait plus se présenter comme une mère confuse par des finances compliquées. Elle en avait compris suffisamment pour savoir quels mots devaient disparaître. Les négociations de plaidoyer ont pris plusieurs autres mois. Étienne a finalement admis qu'il avait créé le réseau de prestataires, gonflé les factures et utilisé des transferts électroniques pour acheminer l'argent vers sa société. Il a accepté la restitution et les conditions de confiscation tout en acceptant la responsabilité des accusations de fraude centrale. Solène a admis qu'elle avait approuvé de fausses dépenses, reçu des avantages personnels et participé au plan visant à dissimuler les paiements. Son accord ne la décrivait pas comme une influenceuse innocente manipulée par un homme sophistiqué. Ses propres messages avaient rendu cela impossible. Véronique a admis qu'elle avait dirigé la destruction et la modification de registres après avoir reçu l'avis de conservation. Sa responsabilité était plus étroite que la leur, mais elle était indépendante. Chacun d'eux avait essayé de m'utiliser une dernière fois. Étienne voulait mon silence pour soutenir sa prétention qu'il s'agissait d'un différend familial. Solène voulait ma protection pour qu'elle devienne la preuve qu'elle manquait d'intention. Véronique voulait que la maternité réduise un ordre de détruire des preuves en une erreur émotionnelle. J'ai refusé les 3 rôles. Après la saisie des plaidoyers, une liaison pour les victimes m'a contacté. Port-Serein soumettrait ses pertes financières, mais je pouvais également fournir une déclaration personnelle avant le prononcé de la peine. Que voulez-vous que le juge comprenne, m'a-t-elle demandé. J'ai pensé à ma robe de mariée scellée à l'intérieur du nousse. J'ai pensé à la liaison d'Étienne et au rire de Solène derrière la porte de l'hôtel. Ces blessures m'appartenaient, mais elles ne constituaient pas le plus grand préjudice dans cette affaire. J'ai ouvert un document vierge et j'ai commencé à taper « Je m'appelle Claire Reed » et le programme de logement d'urgence résidence Port-Serein a abordé l'hiver dernier avec 43 000 $ de moins que ce que les donateurs avaient fourni. La salle d'audience où Étienne, Solène et Véronique ont été condamnés était plus petite que la salle de bal où ils avaient essayé de me détruire. Il n'y avait pas de fleurs, pas de caméra ni de table soigneusement disposée. Les murs étaient simples. Les bancs étaient durs et chaque peine prononcée portait une conséquence qui ne pouvait pas être modifiée ensuite. C'était il y a 8 mois, le jour que j'ai mentionné au début de cette histoire. Lorsque le tribunal a appelé mon nom, je me suis avancé vers le pupitre avec 3 pages à la main. Étienne m'observait depuis la table de la défense. Solène gardait les yeux baissés. Ma mère me regardait directement comme si elle s'attendait encore à ce que je reconnaisse une demande silencieuse que seules les filles étaient censées comprendre. J'ai commencé par le programme de logement d'urgence résidence Port-Serein. Le programme a abordé l'hiver dernier avec 43 000 $ de moins que ce que les donateurs avaient fourni, ai-je dit. Ce montant représentait des chambres d'hôtel, des dacomptes de garantie, du transport et des gardes d'enfants d'urgence pour des familles qui n'avaient nulle part où aller en sécurité. J'ai parlé d'employés qui avaient subi des pressions pour signer des rapports inexacts. J'ai parlé de donateurs qui avaient fait confiance à Port-Serein pour utiliser les fonds restreints comme promis. J'ai parlé de mères et d'enfants dont les moments les plus vulnérables avaient été filmés, répétés et montés en contenu promotionnel. Puis j'ai parlé de moi-même. Pendant des années, j'ai corrigé de plus petites violations sans les documenter formellement parce que je croyais qu'éviter le scandale protégeait l'organisation. Mon silence n'a pas créé le réseau de prestataires ni autorisé les fausses factures, mais il a aidé à créer une culture où certaines personnes s'attendaient à ce que les conséquences disparaissent. Je n'ai pas demandé au juge la peine maximale possible. J'ai demandé de la restitution, une responsabilité significative et des restrictions empêchant quiconque d'entre eux de gérer à nouveau des fonds caritatifs. Lorsque j'ai fini, je suis retourné sur le banc derrière les procureurs. Je n'ai pas regardé ma famille jusqu'à ce que le juge ne commence avec Étienne. Le juge l'a décrit comme l'architecte du plan. Il avait créé le réseau de prestataires, surveillé les transferts et utilisé l'argent de Port-Serein pour soutenir une société qui s'effondrait déjà sous ses propres dettes.
L'avocat d'Étienne a fait valoir qu'il avait accepté la responsabilité et perdu son entreprise, sa réputation et son futur mariage. Le juge a répondu qu'une entreprise ratée n'était pas une licence pour voler dans les fonds de logement d'urgence. Il a également noté qu'Étienne n'avait pas simplement trahi une organisation. Il avait utilisé sa relation avec moi pour anticiper les questions, retarder l'examen et préparer une attaque publique contre la personne la plus susceptible de découvrir ce qu'il avait fait. Puis le juge a répété les mots d'Étienne tirés de l'enregistrement de la salle de montage, « Après-demain, tout ce qu'elle dira ressemblera à une vengeance ». Les épaules d'Étienne se sont baissées lorsque la peine a été annoncée. Il a reçu 6 ans et 8 mois de détention fédérale, suivi d'une liberté surveillée. Il a été condamné à participer à la restitution avec les autres accusés et les actifs liés au plan ont été soumis à confiscation. Sa société avait déjà fermé. Ses clients étaient déjà partis. La peine a établi que sa chute n'était pas un malheureux échec d'entreprise. C'était la conséquence d'une fraude délibérée. Solène a été appelée ensuite. Son avocat l'a décrite comme émotionnellement dépendante d'Étienne et inexpérimentée en matière financière. Il a fait valoir qu'Étienne avait reconnu son besoin d'approbation et l'avait manipulé. Le juge a reconnu l'influence d'Étienne, puis a ouvert un dossier contenant les messages de Solène. « Mon visage a apporté cet argent », a lu le juge. Augmente la facture de production. Je ne prends pas moins de 20%. Solène a commencé à pleurer avant qu'il n'atteigne les messages concernant le mariage. Le juge a dit que la manipulation n'expliquait pas pourquoi elle avait négocié sa part, approuvé des dépenses personnelles ou exigé que je sois humilié plutôt que retiré en privé. Sa conduite montrait à la fois une intention financière et une cruauté personnelle. Solène a reçu 2 ans et 4 mois de détention, suivi d'une liberté surveillée. Elle a partagé la responsabilité de la restitution et s'est vue interdire pendant une période prolongée d'exercer des fonctions de gestion fiduciaire, de collecte de fonds ou de gestion financière pour une organisation caritative. Elle avait passé des mois à se présenter en ligne comme une femme trompée par un homme dangereux. Le dossier public comprenait désormais son propre aveu selon lequel elle l'avait aidé. Véronique a été condamnée en dernier. Son avocat a souligné qu'elle n'avait pas reçu l'argent volé. Il a parlé de son âge, de ses décennies de travail communautaire et de l'organisation qu'elle avait aidé à établir. Le juge a convenu que son rôle différait de celui d'Étienne et de Solène. Puis il a décrit ce qu'elle avait fait après avoir reçu l'avis de conservation. Elle avait ordonné la suppression de mai. Elle avait dirigé une employée pour remplacer le compte rendu de réunion. Elle avait utilisé son autorité en tant que fondatrice pour cacher des avertissements qui pouvaient nuire à Solène. Le juge s'est tourné vers ma mère. Croire qu'une fille est plus forte qu'une autre ne donne pas à un parent le droit d'offrir cette fille comme le sacrifice de la famille. Véronique a fermé les yeux. Elle a reçu 6 mois de détention suivis de 6 mois d'assignation à résidence et de liberté surveillée. Il lui a également été interdit d'occuper un rôle de gouvernance dans une organisation caritative. Lorsque le juge lui a demandé si elle comprenait, Véronique a répondu oui. Puis elle s'est tournée vers moi. Son expression contenait la même attente que j'avais vue tout au long de mon enfance. Elle voulait que je me lève, que je m'oppose, que j'explique qu'elle avait agi par peur et que je rende la peine plus petite. Je suis restée assise. À l'extérieur de la salle d'audience, Solène a obtenu un court moment avec son avocat avant d'être escortée. Elle s'est arrêtée près de moi, le visage mouillé et sans couleur. « Étienne a détruit ma vie », a-t-elle chuchoté. Je n'ai pas élevé la voix, tu l'as aidé à construire l'arme. Elle m'a fixé comme si je lui avais refusé quelque chose qu'elle était encore en droit de recevoir. Puis elle s'est détournée. Étienne a regardé dans ma direction une fois. Je ne lui ai donné aucun mot final. Il avait déjà reçu des années de ma confiance, mon foyer et mes projets d'avenir. Je ne lui donnerai pas un au revoir mémorable qu'il pourrait porter comme preuve qu'il occupait encore de l'espace en moi. Nathalie m'attendait près de l'entrée du palais de justice. L'air de l'après-midi semblait plus vif qu'à mon entrée. Des reporters se tenaient derrière les barrières, mais Nathalie m'a guidé vers un couloir latéral plus calme et m'a tendu une épaisse enveloppe. « Le conseil d'administration a voté hier soir », a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une résolution formelle. L'association Port-Serein ne fonctionnerait plus sous le contrôle symbolique de la famille Reed. L'organisation recevrait un nouveau nom, une structure de gouvernance indépendante et une représentation permanente des communautés qu'elle servait. Pour la première fois, notre nom de famille n'apparaîtrait plus au-dessus de l'entrée. J'ai regardé Nathalie.
Elle a tapé sur la dernière page de la résolution « Resteras-tu assez longtemps pour nous aider à la reconstruire sans ta famille ?» 6 semaines après le prononcé de la peine, je me tenais sous l'espace vide où le portrait de ma mère avait pendu pendant presque 20 ans. Le conseil d'administration avait retiré chaque photographie qui présentait Port-Serein comme la réalisation d'une seule famille. À leur place, l'équipe de rénovation avait installé un mur blanc temporaire pendant que les employés et les représentants communautaires décidaient de ce qui devait y figurer ensuite. La question de Nathalie à l'extérieur du palais de justice avait été simple, serais-je resté assez longtemps pour aider à reconstruire l'organisation sans ma famille? J'ai accepté de rester pendant 1 an. Je ne suis pas devenue directrice générale. Je n'ai pas demandé au conseil d'administration de me restaurer chaque autorité que j'avais détenue avant l'enquête. Un comité de recherche indépendant a engagé Hélène Foster, une dirigeante d'organisme à but non lucratif qui n'avait aucun lien avec la famille Reed, nos donateurs ou le scandale. Je suis revenue en tant que directrice des opérations sous une division écrite des responsabilités. Je pouvais gérer les programmes, le personnel et la prestation de services, mais je ne pouvais pas approuver seul les contrats majeurs. Hélène ne pouvait pas outrepasser les contrôles financiers sans examen. Aucune de nous deux ne contrôlait les communications, la comptabilité et la sélection des prestataires en même temps. Avant le mariage, j'aurais considéré ces limites comme inefficaces. Après, j'ai compris qu'un système conçu autour d'une seule personne fiable était toujours un système dangereux. Il ne semblait sûr que tant que cette personne restait honnête, en bonne santé et capable de tout porter. L'organisation a également reçu un nouveau nom. Le conseil d'administration a choisi Réseau communautaire Port-Serein après avoir collecté des suggestions auprès d'employés, de donateurs, de bénévoles et de familles qui avaient utilisé nos programmes. Mon nom de famille a disparu du site web, de l'entrée et du rapport annuel. Véronique a écrit plus tard que le retrait du nom Reed effaçait des décennies de son travail. Elle avait tort. Son travail restait dans chaque placement de logement, chaque repas livré et chaque famille aidée. Ce qui a disparu, c'est la croyance que le service public appartenait aux personnes dont les noms étaient imprimés au-dessus de la porte. Le nouveau conseil d'administration comprenait un ancien participant au programme, un défenseur du logement, un comptable, 2 employés et des membres de la communauté sans lien social avec nos fondateurs. La finance et les communications relevaient de chaînes séparées. Les contrats de prestataires au-dessus d'un montant fixe nécessitaient des appels d'offres et une approbation indépendante. Chaque campagne médiatique nécessitait un consentement écrit clair. Les participants pouvaient retirer ce consentement sans perdre de service. Aucune famille n'a été invitée à répéter des larmes, de la gratitude ou des détails privés pour une caméra. Si leurs histoires me faisaient collecter de l'argent, la campagne devait leur fournir un bénéfice direct et documenté. Ces règles auraient dû exister bien avant que Solène n'abuse de leur absence. La restitution n'a pas tout restauré en une fois. Un peu d'argent avait déjà été dépensé. D'autres actifs ont pris du temps à être vendus ou récupérés. L'assurance n'a couvert qu'une partie des pertes et plusieurs donateurs ont attendu des rapports vérifiés avant de revenir. Les résidences Port-Serein ont rouvert 12 placements d'urgence au cours du premier trimestre. Nous avons restauré l'aide au transport ensuite, puis la garde d'enfants le week-end. L'organisation est restée plus petite qu'elle ne l'était avant le scandale, mais les chiffres de nos rapports correspondaient enfin à l'aide apportée. Marion, la coordinatrice des communications qui m'avait interpellé devant le personnel, a accepté de rester. Je ne reste pas parce que je fais confiance au nom, m'a-t-elle dit. Je reste parce que le système ne nous demande plus de faire confiance à une famille. Je l'ai remercié plutôt que de me défendre. Lors de ma première réunion de personnel complète après mon retour, je me suis excusé pour le rôle que j'avais joué dans la protection du mauvais type de stabilité. J'ai corrigé des violations sans les enregistrer parce que je voulais éviter des perturbations. J'ai dit que cela maintenait les programmes en mouvement sur le moment, mais que cela gardait également des schémas cachés. À partir de maintenant, nous documentons le problème même lorsque la personne responsable est talentueuse, populaire ou liée à quelqu'un de puissant. Les excuses n'ont pas réparé chaque relation. Certains employés les ont acceptés. D'autres sont restés prudents. Quelques-uns étaient déjà partis et ne sont pas revenus. Cela faisait également partie de la responsabilité. Je pouvais changer de comportement sans exiger que tout le monde me fasse immédiatement confiance à nouveau. J'ai continué la thérapie et j'ai commencé un coaching de leadership. J'ai appris à déléguer des décisions sans me préparer secrètement à les refaire. J'ai arrêté de traiter chaque erreur comme quelque chose que je devais absorber avant que quelqu'un d'autre ne le remarque.
Lorsqu'un employé m'apportait une mauvaise nouvelle, je le remerciais de l'avoir signalé au lieu de lui demander pourquoi il ne l'avait pas réglé en premier. Le changement me semblait inconfortable parce que le contrôle avait toujours ressemblé à de la compétence de l'intérieur. Étienne m'a écrit depuis la prison 4 mois après sa condamnation. Il a dit qu'une partie de lui m'avait sincèrement aimé. Il a affirmé que la peur l'avait changé en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. J'ai donné la lettre à Élodie et je n'ai pas répondu. Quoi qu'il ait ressenti, il avait mesuré mes habitudes, utilisé ma confiance et élaboré un plan autour de mon silence attendu. Un amour qui nécessitait ma destruction n'était pas un amour que j'avais besoin d'interpréter. La lettre de Solène est arrivée 2 semaines plus tard. Elle écrivait qu'elle avait perdu sa carrière, ses abonnés, sa maison et l'avenir qu'elle croyait mériter. Elle m'a demandé si j'étais satisfaite. Je n'étais pas satisfaite par sa souffrance. J'étais soulagée qu'elle ne puisse plus utiliser des personnes vulnérables comme décor ou de l'argent caritatif comme compensation personnelle. Ce n'était pas la même émotion. J'ai gardé sa lettre avec les dossiers juridiques et je n'ai envoyé aucune réponse. Véronique a demandé une visite après avoir terminé la partie détention de sa peine et commencé son assignation à résidence. Je lui ai dit que j'envisagerais de la rencontrer après que mon thérapeute et le sien auraient convenu que cela pouvait être productif. La réunion comprendrait un professionnel et nous ne discuterions pas d'argent, de l'organisation, de la peine d'Étienne ou des moyens d'aider Solène. Ma mère a qualifié ces conditions de froides. Je les ai qualifiées de précises. J'avais passé trop d'années à croire qu'une limite était cruelle à moins que l'autre personne ne l'approuve. Maintenant, je comprenais que les limites existaient précisément parce qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'approbation. Le matin où la nouvelle enseigne a été installée, je me tenais dans le hall avec Nathalie, Hélène, Marion et plusieurs représentants de la communauté. Aucun membre de ma famille n'a assisté à l'événement. Le mur où le portrait de Véronique avait pendu affichait désormais les noms de nos programmes et des quartiers qu'ils servaient. En dessous se trouvait une simple déclaration promettant des registres transparents, un consentement éclairé et une surveillance indépendante. J'ai pensé à la nuit à l'extérieur de cette chambre d'hôtel et au moment où Étienne a dit que je deviendrais la risée de mon propre mariage. J'avais souri, mais pas parce que j'avais déjà un plan parfait. J'avais souri parce que j'avais enfin compris ce qu'ils attendaient de moi. Ils avaient besoin d'une colère qu'ils pouvaient monter, d'un silence qu'ils pouvaient exploiter et d'une loyauté qu'ils pouvaient retourner contre moi. Cette nuit-là, j'ai arrêté de leur donner le droit de choisir ma réponse. Ils ont promis un spectacle à 200 invités. Ce qu'ils leur ont donné, c'est une preuve. Le spectacle s'est terminé cette nuit-là. Les conséquences non. Lorsque les gens utilisent votre patience comme une permission de vous trahir, vous ne leur devez pas le silence, la protection ou une autre chance. Protégez les registres, demandez une aide indépendante et ne répondez que lorsque vous comprenez les faits. Fixer des limites n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont vous empêchez les autres de vous rendre responsables de leurs choix. Vous pouvez admettre vos propres erreurs sans porter des crimes qui ne sont pas les vôtres. La vraie force signifie choisir la vérité même lorsque la pression familiale exige de la loyauté envers un mensonge.